tous, bienvenue sur notre webinaire consacré à l'actualité sociale et juridique. Merci de nous suivre, je vois qu'on a pas mal de fidèles, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Donc on va traiter, je vais vous expliquer un petit peu les dernières jurisprudences qui sont parues. Avant ça, je vais vous faire un petit point, on va dire actu RH, parce qu'il y a des modèles de documents qui sont parus concernant les différentes mentions et les différentes informations que l'employeur est tenu de donner aux salariés sous certains délais. Enfin voilà, donc je vais revenir là-dessus. Je vais attendre juste que les derniers participants se connectent pour qu'on puisse y aller. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez besoin d'interagir avec moi, de me poser des questions, de me faire part de vos demandes, n'hésitez pas à utiliser la capsule de chat qui se trouve donc en bas de votre écran. Vous tapez votre message parce que le webinaire est enregistré, mais uniquement en vue donc sur moi, afin de respecter le droit à l'image et la confidentialité pour vous de votre côté. Donc vous n'apparaissez à aucun moment donné sur la vidéo qui est enregistrée et qui sera ensuite rediffusée sur notre site et notre chaîne. Donc voilà, si vous avez besoin de poser vos questions, n'hésitez pas à écrire. Si vous êtes plus à l'aise à l'oral à un moment donné, n'hésitez pas, j'active aussi votre micro. Je vous rappelle la permanence spécifique assistance aux élus du CSE. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et à réserver votre créneau en ligne. C'est une permanence qui est 100% confidentielle et personnalisée, c'est-à-dire qu'on se connecte et vous me faites part de vos problématiques sans que ce soit de façon collective. Donc, ça permet d'avoir un rendez-vous complètement gratuit et beaucoup plus individualisé que quand on échange tous ensemble lors de ces webinaires. Allez, on y va et les autres nous rejoindront ou pourront donc revoir cette vidéo sur notre site ou notre chaîne. Je vous disais donc que depuis novembre 2023, tous les employeurs se retrouvaient dans l'obligation de remettre aux salariés toute une liste d'informations au moment de leur embauche. Et on voyait qu'il y avait des documents donc à remettre dès l'embauche, d'autres informations qui devaient être remises sous 7 jours, d'autres sous 30 jours. Et on ne savait pas exactement comment se servir de tout ça et surtout comment traiter tout ça d'un point de vue donc RH. Des modèles de documents d'information à remettre aux salariés lors de l'embauche et sous certains délais sont enfin parus. Donc, je vous invite à aller voir directement sur le site de Légifrance, puisque c'est le site du gouvernement, c'est là où vous êtes sûr d'avoir les bons documents officiels. Faites attention justement quand vous allez faire vos recherches sur Internet. Ou alors, n'hésitez pas à nous consulter pour toute demande concernant ces fameuses informations. Donc, il y a des nouveautés en la matière et il y a du coup, dans un arrêté du 3 juin 2024, 5 annexes de modèles de documents qui ont été publiés avec toutes les nouvelles informations donc obligatoires selon le type de contrat et surtout le délai. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin là-dessus. C'était juste la petite aparté avant de se lancer donc dans les petites jurisprudences. Il y en a une qui est toute nouvelle, toute récente, qui date du 19 juin. La Cour de cassation, dans une décision numéro 23-10.817, nous a indiqué que l'employeur et un salarié qui signe une rupture conventionnelle devaient tous les deux consentir à la rupture conventionnelle. Et on nous dit que le salarié qui fait donc une demande de rupture conventionnelle pour une reconversion dans le management, alors qu'en réalité, il a un projet de création d'une société qui est directement en concurrence avec l'entreprise et en plus, il crée cette entreprise avec deux autres salariés, des anciens salariés de l'entreprise. La Cour de cassation décide que l'employeur pouvait légitimement dénoncer la rupture conventionnelle pour vice du consentement.
la Cour de cassation en fait valide le raisonnement donc de la Cour d'appel, selon laquelle donc la convention de rupture doit être annulée pour vice de consentement de l'employeur. Elle ajoute que lorsque la rupture conventionnelle est annulée en raison de la dissimulation par le salarié d'éléments qu'il sait déterminants pour l'employeur afin d'obtenir son consentement, la rupture donc produit les effets d'une démission. Donc on fait attention, je rappelle que la rupture conventionnelle, c'est censé être une rupture d'un commun accord, le salarié en fait la demande. Il doit du coup ne pas mentir sur les éventuelles raisons et surtout respecter son obligation de loyauté et la clause de non-concurrence si jamais il devait en avoir une, par exemple. L'idée, c'est qu'il y a des délais de rétractation donc aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Et au-delà, donc il y a le délai de traitement avec la DRITS. Si jamais donc ça arrive à échéance et que par la suite on se rend compte que le consentement a été vicié aussi bien du côté du salarié que de l'employeur, il est possible donc de saisir les juges pour statuer. Et là, en l'occurrence, fait assez inédit, c'était l'employeur qui se retrouvait lésé et qui a fait valoir le vice du consentement. Donc, faites très attention à ça. Il y a de plus en plus de vérifications, il y a de plus en plus de contrôles, étant donné que la rupture conventionnelle est un peu en ligne de mire dans les projets du gouvernement pour essayer de limiter un petit peu les ruptures justement abusives et tout ça. Donc, n'hésitez pas encore une fois à faire les recherches qu'il faut ou à nous contacter pour tout accompagnement, pour être sûr de bien cadrer votre procédure. Autre décision de jurisprudence qu'on a eue cette année, c'est une décision de la Cour de cassation en deuxième chambre civile du 29 février 2024, numéro de pourvoi 22-17.809, où là, on nous parle d'accidents du travail et de maladies professionnelles et notamment des réserves que l'employeur peut émettre lors de la déclaration. Je vous rappelle que quand un salarié donc se fait mal en temps et lieu de travail, l'employeur a l'obligation donc de faire une déclaration d'accident du travail dans lequel donc il fait un état de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, s'il y a des témoins et quelles sont les lésions. Et il peut émettre des réserves s'il a un doute sur la nature de l'accident du travail, s'il a un doute sur le fait de comment ça s'est passé. Là, en l'occurrence, on nous dit que des réserves qui ont formelles, mais qui sont un peu stéréotypées, où on n'a pas trop de justificatifs, mais qui pour autant sont motivées. La Cour de cassation nous dit que si l'employeur a formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances du temps et du lieu de l'accident, ainsi que de la matérialité du fait accidentel, alors les conditions sont remplies et la caisse doit procéder à une instruction préalable, c'est-à-dire que la sécurité sociale va déclencher son enquête pour savoir si elle reconnaît, elle, la nature professionnelle de l'accident avec des envois de questionnaires et donc le suivi du dossier. Et donc, la caisse va instruire avant de décider de prendre en charge, du coup, l'accident survenu aux salariés au titre des accidents du travail, maladies professionnelles. À défaut, la décision est inopposable à l'employeur. L'idée pour l'employeur, c'est de réduire son taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle, afin de limiter davantage le coût pour son entreprise et de pouvoir aussi respecter cette procédure pour s'assurer que la sécurité sociale donc prenne bien en charge le dossier et instruise bien le dossier dans les bonnes circonstances. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions au fur et à mesure si ça venait à vous interroger quand je vous donne donc les explications de ces jurisprudences. Autre jurisprudence, elle est assez récente aussi. Elle date du 12 juin 2024, numéro de pourvoi 23-13.975, Cour de cassation en chambre sociale, où on nous dit qu'il y a une enquête interne en cas d'agissement constitutif de harcèlement moral qui doit être déclenchée. Et là, la Cour de cassation vient juger qu'on pouvait aussi mettre en place d'autres mesures que l'enquête interne pour remplir l'obligation en matière donc de santé, sécurité, conditions de travail de la part de l'employeur quand il y a des faits pouvant être constitutifs de harcèlement moral et sexuel. Je vous rappelle que
On entend souvent que l'employeur a l'obligation impérative de mettre en place une enquête interne dès lors qu'il est informé des faits pouvant être constitutifs donc de harcèlement moral et sexuel. Cette obligation, en fait, elle n'a pas d'origine légale en tant que telle. Le Code du travail dit uniquement que l'employeur a une obligation de résultat en matière de santé, sécurité et conditions de travail et que cela implique une obligation de résultat aussi en matière donc de suivi et de gestion d'agissements constitutifs donc de harcèlement moral ou sexuel. On s'est posé du coup la question de savoir si l'employeur pouvait substituer donc cette fameuse enquête, qui est, on va dire, la démarche classique, par d'autres mesures. Et là, la Cour de cassation vient nous répondre que oui, en nous disant que dans son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, il a été ressorti que l'employeur avait pris des mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité des salariés et qu'il a pu en déduire que même en l'absence d'enquête interne, celui-ci n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. Donc, ça vient nous expliquer que l'enquête interne n'était pas forcément automatique, même si elle est fortement recommandée, et que si l'employeur justifie qu'il a mis en place d'autres mesures tout aussi efficaces, à ce moment-là, son obligation donc de résultat en termes de santé, sécurité et conditions de travail est remplie. Autre décision du 12 juin 2024 aussi, concernant le congé de formation économique et sociale. C'est un congé de formation spécifique pour exercer les fonctions syndicales. Dans le Code du travail, il est prévu qu'il est de 18 jours pour un salarié, donc du coup qui est appelé à exercer des fonctions syndicales. La Cour de cassation est venue nous apporter plusieurs précisions concernant ce congé de formation économique, sociale, environnementale, c'est la petite nouveauté, et syndicale. On nous dit que les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales peuvent bénéficier donc de 18 jours de congé par an, ce qui devait donc être le cas en espèces pour un salarié qui était à la fois élu du CSE et délégué syndical. Et qu'en refusant d'accorder ce nombre de jours de congé, l'employeur porte nécessairement préjudice aux salariés et aussi à l'intérêt collectif de la profession, ce qui pouvait ouvrir droit du coup à réparation aux salariés, mais aussi aux syndicats. Par contre, le refus de l'employeur résultant d'un désaccord sur la durée du congé ne nécessitait pas forcément un avis conforme du CSE. Donc, on vient bien nous dire que la règle des 18 jours de congé pour formation économique, environnementale et sociale de 18 jours était donc bien valable à partir du moment où on remplissait une fonction syndicale, que pour autant, désaccord sur la durée de ce congé ne nécessitait pas forcément un avis conforme du CSE. Donc, n'hésitez pas, c'est la petite particularité pour les élus qui sont appelés à exercer une fonction syndicale. Ça vient en plus des formations obligatoires pour les élus du CSE et tout ça. On parle vraiment là pour ceux qui ont une fonction syndicale. Autre actu, on a un arrêt du 22 mai 2024, numéro de pourvoi 22-19.849, qui vient nous parler du droit de retrait. On nous dit que l'usage d'un droit de retrait injustifié entraîne une perte de rémunération pour le salarié. On vient rappeler que le salarié donc peut se retirer de son poste de travail sans subir de retenue de salaire lorsqu'il a alerté l'employeur d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Attention, la Cour de cassation vient donc préciser que ce droit de retrait s'exerce donc valablement. Faut-il encore que les conditions fixées par le Code du travail soient remplies? Parce qu'à défaut, le salarié s'expose à une réduction de salaire puisque son retrait ne peut être valablement considéré comme un droit de retrait. On vient ici nous confirmer que le droit de retrait devait être légitime et justifié pour que celui-ci ne soit pas considéré en gros comme abusif, et n'entraîne donc une perte de rémunération pour le salarié. S'il est considéré comme hors cadre, hors champ par rapport à ce qui est prévu dans le Code du travail, l'employeur peut légitimement faire une retenue du salaire concernant donc la rémunération en lien avec la période du droit de retrait de ce salarié.
Une autre jurisprudence, cette fois-ci du 16 mai 2024, numéro de pourvoi 22-14.402. Je vous donne les numéros de pourvoi si vous avez besoin ensuite de vous en servir dans le cadre donc de certaines demandes ou de certains appuis que vous pourriez avoir en cours auprès de votre employeur ou pour des collègues de travail ou autre. Cette fois-ci, la Cour de cassation vient nous dire de faire attention quand on est en arrêt de travail. On ne peut pas forcément se permettre de tout faire. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas la possibilité de pratiquer une activité physique si on n'y est pas autorisé. Ça veut dire que quand on est en arrêt de travail, une activité physique qui serait pratiquée pendant cet arrêt, alors qu'il n'a pas été préalablement autorisé par le médecin prescripteur, peut avoir des conséquences importantes sur le plan financier. Ça veut dire que la Sécu est fondée à ne pas verser les IJ à juste titre si jamais il est remonté, il est prouvé que cette activité physique n'était pas autorisée en lien avec l'arrêt de travail qui a été déclaré donc par le salarié. On fait attention aussi, en fonction de la pathologie, à bien suivre les restrictions médicales et à bien s'assurer de ce qu'on est en droit de faire ou pas afin de ne pas avoir de répercussions sur le versement des IJ et donc aussi potentiellement sur le maintien de salaire. Nous avons aussi une autre jurisprudence, cette fois-ci, elle, qui date du 29 mai 2024, numéro de pourvoi 22-21.814, où là, il est question de concilier horaire de travail et obligations familiales impérieuses. On nous dit donc que le refus du salarié de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour ne constitue pas nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement. C'est le cas dès lors que ce n'est pas le cas, dès lors que la modification des horaires porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et qu'elle est incompatible avec des obligations familiales impérieuses. Là, dans cette affaire, le salarié en fait devait s'occuper de sa fille handicapée en journée, ce qui expliquait son impossibilité donc d'accepter des horaires de jour. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la base il avait demandé à travailler de nuit. Normalement, le changement d'horaire ne constitue pas un motif valable de refus par le salarié puisque ça ne fait pas partie d'une condition essentielle de changement donc, du contrat de travail. Par contre, donc, la Cour de cassation vient nous rappeler que si on a des obligations familiales impérieuses, le salarié donc, est tout à fait en droit de refuser la modification de ses horaires de travail sans que cela ne puisse ne lui être reproché ou puisse être sanctionné. Il y a un autre arrêt qui a fait grand bruit du 29 mai 2024, numéro de pourvoi 22-16.218. C'était l'arrêt liaison dangereuse où on est venu nous expliquer que si un motif tiré de la vie privée du salarié ne peut en principe justifier son licenciement disciplinaire, les choses sont différentes lorsque un responsable de site en charge des ressources humaines entretenait de façon cachée une relation intime avec une salariée, elle-même titulaire de mandat de représentation syndicale et de représentation du personnel. Dans cette situation, le responsable a manqué à son obligation de loyauté, ce qui rend impossible son maintien dans l'entreprise et qui justifie, de ce fait, un licenciement pour faute. Attention, cet arrêt a été assez controversé. Là, le principe, c'est de vraiment venir dire que l'obligation de loyauté doit être respectée. On n'empêche pas forcément les relations privées et intimes sur le lieu de travail. On ne vient pas nous dire que la direction ou une personne représentant les fonctions, des fonctions RH n'avait pas le droit d'entretenir une vie privée et une relation avec quelqu'un qui fait partie d'un syndicat ou du CSE. Pour autant, autour de cette relation doit être absolument respectée l'obligation de loyauté. Voilà, c'est ce que vient nous donner donc cet arrêt de la Cour de cassation. Nous avons un arrêt de la Cour de cassation en chambre sociale du 22 mai 2024, numéro de pourvoi 22-11.623, qui là vient nous parler de temps partiel et de requalification à temps plein.
Je vous rappelle que le Code du travail prévoit normalement une durée de minimum 24 heures par semaine pour chaque contrat à temps partiel, sauf dérogation spécifique et accord et écrit donc de la part du salarié. Et on nous dit ici que la seule conclusion d'un contrat de travail à temps partiel, donc d'une durée inférieure à la durée minimale de 24 heures par semaine, n'entraîne pas forcément la requalification du contrat en requalification à temps complet. On va aller chercher plus loin des éléments nous permettant donc d'analyser que le salarié a bien été lésé et qu'il devait donc être appliqué de façon automatique et impérative cette obligation minimale d'un contrat à temps partiel de 24 heures. Autre arrêt récent aussi concernant le télétravail. Il y en a de plus en plus, notamment depuis le Covid. On vient par contre, on nous dit qu'il faut respecter donc le principe d'égalité de traitement entre les salariés qui travaillent donc en entreprise et les salariés en télétravail. Pour autant, la Cour de cassation vient nous donner une précision, vient confirmer en tout cas une position, c'est que le télétravailleur du coup bénéficie automatiquement d'une égalité de traitement avec le salarié qui travaillerait sur site, à condition de se trouver dans une situation équivalente. Là, on avait le cas d'une indemnité qui était versée aux salariés sur site pour compenser la fermeture de leur cantine, notamment pendant la pandémie, suite au Covid. Et on nous disait que cette indemnité, un salarié revendiquait cette indemnité alors qu'il était en télétravail. La Cour de cassation est venue nous dire que la situation dans laquelle se trouvait le télétravailleur et le travailleur sur site n'était pas équivalente, que le principe d'égalité de traitement était respecté, même en versant du coup une indemnité pour compenser la fermeture de la cantine aux salariés qui travaillaient sur site, alors même que cette même indemnité n'était pas versée aux télétravailleurs puisque lui ne rencontrait pas la problématique pour se restaurer et les conditions n'étaient pas complètement égales à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Toujours au mois de mai, le 22 mai 2024, la Cour de cassation a rendu une décision concernant une clause de non-concurrence qui a été donc annulée puisque la Cour de cassation précise que l'employeur peut réclamer au salarié le remboursement d'une indemnité de non-concurrence qui lui a été versée pendant que la clause s'appliquait, alors même qu'il avait violé la clause de non-concurrence en se faisant embaucher en plus directement par un concurrent. En revanche, si le salarié a respecté la clause de l'employeur, l'employeur, du coup, ne pourra pas lui réclamer le remboursement des indemnités de non-concurrence. Et elles seront acquises à titre de réparation du fait que l'employeur lui a imposé une clause nulle. Donc ça, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2024, numéro de pourvoi 22-17.036. Attention, quand une clause de non-concurrence s'applique à la rupture d'un contrat de travail, je vous rappelle donc que ça empêche pendant un temps et sur une zone géographique limitée le salarié de travailler de façon directe ou indirecte pour une entreprise concurrente, même partiellement, et en échange, en compensation, l'employeur lui verse une indemnité. Cette indemnité n'est pas due si le salarié viole la clause en se faisant donc embaucher dans des circonstances qui sont hors champ et hors cadre de cette clause de non-concurrence. Donc, on fait bien attention à respecter ou alors à négocier la dénonciation de la clause de non-concurrence au moment où on veut rompre le contrat de travail. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des jurisprudences récentes. N'hésitez pas à vous inscrire sur ces webinaires d'actualité sociale et juridique puisque on en organise tous les mois de façon à rester le plus à jour possible sur les dernières nouveautés ou sur les dernières confirmations de Cour de cassation concernant tous les sujets qui peuvent vous concerner en tant qu'élu du CSE. Les webinaires ne s'arrêtent pas cet été, vous en aurez toujours au mois de juillet et au mois d'août, avec le webinaire donc actualité sociale et juridique qui est lui permanent donc chaque mois, et puis d'autres thématiques qu'on va aborder. Je vous laisse suivre notre actualité en ligne et vous inscrire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas encore une fois à contacter nos équipes si vous avez des questions ou des demandes particulières.
Passez une bonne journée et à très vite.